Merci de vous joindre à nouveau sur notre chaîne Apex News 24 et pour ces nouveaux numéros de votre émission Questions ouvertes, nous avons le plaisir de recevoir avec nous M. Pacifique Nkunzi qui est chercheur en droit électoral aussi, expert sur les questions électorales. M. Pacifique, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous les auditeurs qui sont en train de suivre cette belle émission partout en RDC et partout au monde. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Nous sommes très heureux que nous puissions participer à cette émission qui touche les questions de démocratie des élections parce que notre rôle, c'est vraiment de sensibiliser, de conscientiser et d'éduquer notre population sur les questions liées à la gouvernance, aux élections. Et nous le faisons avec beaucoup de passion dans le respect des lois de la République. Ok, dans le respect des lois de la République. Monsieur Pacifique, vous étiez les choix de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux dans la vulgarisation des innovations de la loi organique sur la CENI. Pouvez-vous nous parler en long et à large, il s'agit de quoi dans cette... Très bien, merci beaucoup pour cette question. Maître Pacifique, il est parmi les experts de la société civile qui étaient en immersion à la commission PAJ de l'Assemblée nationale pour plaider la cause de la population, que tous les desiderata et nos préoccupations soient prises en compte dans les réformes électorales. À l'issue du vote et de la promulgation de cette loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, nous sommes allés tout droit au but en termes de sensibilisation de la population pour qu'elle comprenne quel est son contenu. Et c'est comme ça que tous les partenaires tant nationaux qu'internationaux, nous sommes en pleine vulgarisation de la loi organique dans ces innovations que je résume en 5. La première innovation est dans l'article 10. L'article 10, finalement, nous présente une composition de 15 membres de l'Assemblée plénière par rapport à 13 membres qui étaient dans l'ancienne configuration. De ces 15 membres de la plénière, désormais nous avons 6 de la majorité, 4 de l'opposition et 5 de la société civile. La configuration de cette CENI conjugue avec l'article 24 bis de la loi, à tel point que désormais le bureau de la CENI est composé de 7 au lieu de 6 du cycle électoral passé. De ces 7 membres, nous avons au moins des femmes, dont 4 de la majorité, 2 de l'opposition et 1 de la société civile, donc le poste réservé au président confession religieuse. En dehors de ça, aucune province ne peut plus en avoir 2 membres, parce qu'en réalité, nous avons 26 provinces, mais il n'y aura que 15 provinces qui en aura 2 membres. Au-delà de ça, de toujours cet article 10, les composantes de désignation ont évolué dans leur conceptualisation. Au départ, c'était des organisations d'éducation civique et électorale qui devraient désigner les membres. Désormais, ce sont les organisations spécialisées sur les questions électorales qui présenteront le membre. La deuxième innovation importante, c'est dans l'article 12, qui touche les notions de, je dirais, un peu de transparence dans la mise en place d'une commission paritaire qui devrait traiter ces questions avant l'entérinement à l'Assemblée nationale. L'article 14 présente le principe de l'inamovibilité qui veut dire tout simplement qu'on ne peut plus changer le membre de la CENI comme on le veut, sauf dans les conditions prévues par la loi de fautes graves ou en cas de déchéance. C'est à ce moment-là qu'un membre peut se trouver, être interrompu
dans son mandat, en cours mandat. Mais pendant que le mandat est en cours, on ne peut pas interrompre la mise en œuvre des activités des membres de la CENI. Et donc le principe de l'inamovibilité vise la stabilité du personnel qui arrive dans le bureau et de l'assemblée plénière. Au-delà de ça, on a introduit la notion de la faute grave, qui est une infraction, en effet une faute, je dirais bien administrative, qui touche beaucoup plus les questions de transparence et de lutte contre la corruption. Et l'article 28 condamne en effet que toute personne, condamne, peut amener les animateurs de la CENI à la démission au cas où ces derniers n'arrivaient pas à déposer les rapports à l'Assemblée nationale dans les délais impartis. Et donc il y a lieu de dire que la notion de la jeunesse devient aussi un élément important, quoique pour le moment transversal, mais lorsque je fais le droit comparé en Afrique, la République démocratique du Congo me paraît le premier pays qui prévoit la notion de la jeunesse au niveau de la composition. Quoiqu'en réalité, il y a certains pays qui sont avancés en termes de la préservation du mémoire institutionnel, en termes de l'inamovibilité des membres, en termes de la composition paritaire des membres, etc. Pensez-vous que toutes ces innovations feront en sorte que les erreurs du passé qu'ont subi notre pays en matière électorale ne pourront-ils pas revenir? On l'espère bien que si on arrive à choisir correctement les personnalités indépendantes et avérées d'une expertise déterminante, je crois qu'on peut croire, mais si on arrive à choisir des acteurs qui iront encore faire autant de mois d'imprégnation de ce qu'est une élection, de quoi il doit faire, là ça peut poser un problème. Mais si on arrive à un choix judiciaire de membres, il y a lieu d'espérer que nous pouvons avoir, on peut avoir une CENI capable d'apporter l'espoir au peuple congolais dans le strict respect, parce qu'en effet, tous les OGE, les organismes de gestion des élections, se basent sur les principes de l'indépendance, de l'impartialité et de professionnalisme, de l'efficacité, du sens de service, mais aussi de la redevabilité. Et si on a des animateurs qui répondent à tous ces principes universels reconnus au niveau mondial, il y a lieu de croire que le peuple, nous devons l'appeler à la patience, à un éveil important, mais aussi à tout ce qui on peut espérer du bon pour la suite. Alors, M. Pacifique, dans une année ou soit 2 ans, le pays doit aller aux élections, mais jusqu'à présent, la désignation des animateurs au sein de la centrale électorale pose problème. Vous êtes expert en droit électoral et aussi, vous êtes expert sur les questions électorales, aussi chercheur en droit électoral. Que pourrait-il arriver au cas où le problème persiste? Il y a une crainte et la responsabilité est partagée de toutes les parties prenantes. Sur cette question, je ne vois ni l'opposition ni la majorité de la société civile. Si le plan technique, nous sommes en train d'aller dans la zone rouge, si on n'y est pas encore, pour ces élections de 2023, on doit apprendre à dire la vérité au peuple. Les opérations, les élections, on ne les organise jamais dans la précipitation. Les élections qu'on organise dans la précipitation engendrent des violences et des conflits électoraux. On doit arriver à organiser ce processus de manière professionnelle, de manière correcte, avec tous les principes et les normes des standards internationaux. Mais si on continue toujours à avoir des retards dans la mise en place des animateurs de l'OGE et de la RDC, il y a lieu de craindre que la date butoir là ne soit pas respectée au regard des exigences opérationnelles, des délais légaux qui sont dans la loi et des délais opérationnels qui peuvent être compressés, mais on ne doit pas compresser pour compresser. Et l'élément technique important, c'est de dire à tous ceux qui nous écoutent que plus on compresse les élections,
plus il vous coûte très cher. Par exemple, le matériel qu'on devrait déployer à Kisangani par bateau d'ici pour 30 jours dans un bateau pour 50 000 $, et qu'on compresse les 30 jours dans 2 jours, dans la logistique électorale, les 2 jours, donc, vous prenez un avion. L'avion, au lieu de 50 000, si l'avion vaut pas 500 000 $, il faut toujours penser que, oui, nous allons aller avoir ces élections si vraiment on veut réellement qu'on les organise autant que nous accumulons des retards. Mais il y a lieu de penser qu'il y a certaines opérations qui vont exiger un budget supplémentaire qui nous l'aurait exigé si on organisait ces élections de manière stable, de manière apaisée, etc. Donc on va travailler avec des animateurs qui seront appelés à le faire rapidement pour respecter les délais. Et des conséquences sont là. À nous de savoir finalement, on choisit quel système. Est-ce que c'est l'enrôlement partiel des électeurs? Est-ce le recensement? Est-ce la réforme totale du fichier électoral? Mais moi, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'on peut y aller par concomitance. Concomitance avec le recensement et la réforme totale, sans que le recensement ne soit une obligation de l'organisation des élections. Le recensement n'est pas une obligation dans un État pour organiser une élection, mais pour nous, c'est une nécessité. Si pas une importance d'amener les citoyens congolais à se recenser pour qu'on sache combien sommes-nous. Ne fût-ce que pour développer le pays, mais aussi que pour que nous puissions avoir un fichier électoral stable, fiable, où désormais on pourra extraire que des électeurs dans les fichiers de l'état civil. Ça va aider notre pays à économiser beaucoup d'argent. Il faut arriver à crever l'abcès et à réfléchir. Nous avons toutes les intelligences électorales dans ce pays pour que nous arrivions à monter un mécanisme qui arrange tous les peuples congolais et que nous ayons des élections dignes de ces noms qui respectent toutes les normes et tous les standards au niveau international. Et donc pour moi, la crainte citoyenne, elle est là. Il faut que le parti prenant rapidement se ressaisisse pour que nous ayons une CENI et pas une CENI où on va mettre... il faut qu'on cible des experts. Il y en a des experts qui sont en mesure de vous produire. Aussitôt demain, ils sont entérinés. Quelques jours, conformément à l'agenda du chef de l'État, l'ordonnance sort. Une fois que l'ordonnance sort, on prête serment au niveau de la Cour constitutionnelle. Après la Cour, on est là, remise, reprise, et tout de suite, le travail commence. Le travail commence. Il y a des élections qui a organisées dans 14 provinces. C'est une petite opération qui rapidement on peut régler, qui n'a rien à voir avec le cheminement normal des préparatifs des élections générales attendues. Encore que nous n'avons pas épuisé toutes ces élections. On ne sait pas quel schéma qui sera retenu. Faut-il d'abord épuiser les élections des arriérés électoraux ou tout de suite il faut réfléchir à l'élection présidentielle? C'est le choix. On peut arriver à dire ces élections locales qu'on rejette toujours tous les jours. Pourquoi ne pas commencer par ces élections locales avant de recourir à l'élection présidentielle? Donc tous ces choix sont citoyens. Il n'y a rien de politique là-dedans. Et partout, les Congolais doivent s'exprimer par rapport au mode et à leur volonté qu'ils veulent, pourvu que la stabilité du pays, parce que l'élection pour le Congo, c'est un élément de sécurité et de stabilité. Et en tant que patriotes, citoyens républicains, nous ne pouvons qu'appeler les citoyens congolais, n'est-ce pas, à demeurer non seulement vigilants, mais à garder espérance dans les animaux, avec les institutions établies au Congo, au pays, pour que les citoyens, les institutions et les autorités, nous puissions tous conjuguer nos énergies pour réfléchir comment, ensemble, nous pouvons consolider la démocratie en République démocratique du Congo. Merci. Je crois que c'est par cette question que nous allons mettre fin à cette interview. Les députés Didier Kamungu sollicitent l'implication du président de la République et suggère la remise à zéro du processus de désignation de membres
vous en dites quoi? Une solution ou il y a mieux à faire que ça? Il n'est pas facile à un candidat comme moi de se prononcer sur les positions de parties prenantes sur une question assez sensible dans notre pays. Mais il y a lieu de dire que toutes les propositions qui vont dans le sens de l'intérêt général, de la stabilité du pays, sont toujours le bienvenu pourvu que ça soit toujours dans le sens de faire avancer les choses pour que nous ayons à stabiliser la gouvernance démocratique dans ce pays et que désormais nous ayons un cycle électoral régulier et que nous revenons à l'instar des autres pays parmi les pays dits démocratiques parce qu'il y a des soucis à ce niveau-là et nous devons toujours continuer à construire cet état de choses tout en appelant les citoyens congolais à espérer, à demeurer vigilants par rapport à ce qui se dit, à ce qui doit se faire, parce qu'en effet, c'est le souverain primaire. Nous devons toujours rester à son écoute. Et nous, comme société civile qui l'accompagne, nous continuons toujours à plaider sa cause dans le respect des lois de la République. Merci beaucoup, M. Pacifique. À moi de vous dire grand merci à tous les auditeurs. Dernier mot à tous ceux qui vous suivent. Mon dernier mot, c'est de rester dans l'espérance, d'être éveillé et en éveil, citoyen républicain, parce qu'en réalité, la construction de la démocratie au Congo, dans notre pays, invite toutes les composantes, les parties concernées, à conjuguer les efforts, les soucis du bien commun, les soucis de la stabilité de notre pays, qui est la RDC, les soucis de la bonne gouvernance, les soucis de respecter les autorités et les institutions du pays. Tout ça conjugue ensemble dans un élan républicain où nous sommes tous appelés à travailler pour que nous espérons avoir des élections dignes, justes et crédibles, apaisées dans les jours qui viennent dans le Congo de Lumumba et que Dieu continue à nous bénir nous tous. Merci beaucoup, M. Pacifique. C'était là son dernier mot. Le peuple congolais demeurait dans l'espérance. Alors, c'est ici que nous mettons fin à cette interview avec M. Pacifique Kouzi. Il est chercheur en droit électoral, aussi expert sur les questions électorales. C'était un réel plaisir avec nous de passer ces moments. Continuez de vous abonner sur notre chaîne et merci à tous ceux qui nous soutiennent de près et de loin. Alors, nous nous retrouvons pour le prochain numéro. Ciao. Merci.